12 août 2004 à 12 août 2022, cela fait 18 ans jour pour jour que le Bénin a perdu Jonas Pedro, une de ses grandes icônes de la musique. Célèbre musicien et membre du mythique groupe Africando, Kenneth Eganwi nous fait revisiter son parcours dans cette édition. Le préfet du littoral, Alain Orola, a effectué une opération de contrôle de certains produits dont les prix sont fixés par arrêté ministériel dans les supermarchés, entrepôts de vente de ciment et au marché d'Antokpa. Les détails sont à suivre. Et en interactualité, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a évoqué jeudi les efforts déployés pour apaiser les tensions entre le Rwanda et son voisin congolais en raison d'allégations selon lesquelles les deux gouvernements soutiennent des rebelles opposés l'un à l'autre. Et c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette édition. Bonsoir à vous et bienvenue. Le 12 août a été organisé par l'Organisation des Nations Unies, ONU, comme étant la Journée internationale de la jeunesse. L'objectif de cette journée est de promouvoir ou mieux de développer, entre autres, la conscience des jeunes en ce qui concerne le programme d'action mondial pour la jeunesse. L'Assomption est l'une des grandes fêtes chez les chrétiens catholiques. Célébrée le 15 août, elle commémore la gloire de Marie avec Dieu au terme de sa vie terrestre et la montée de celle-ci vers le ciel. Quelles sont les aptitudes que doivent avoir les chrétiens catholiques en ce jour et comment est-elle célébrée? Réponse dans cet élément. L'Assomption est la croyance chrétienne selon laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, est entrée directement dans la gloire de Dieu, autrement dit, montée au ciel au terme de sa vie terrestre. Mais il faut préciser que la fête de l'Assomption est différente de l'Ascension. Alors il faut faire la différence entre Ascension et Assomption. Ascension, Jésus est monté au ciel après son séjour terrestre où il est venu nous racheter. Et l'Assomption, c'est la Vierge Marie qui est portée au ciel. Vierge Marie qui a conçu de l'Esprit Saint et qui a la première à donner hospitalité à Dieu et à donner le corps à Dieu, donner son corps à Dieu pour que Dieu puisse prendre corps dans le corps de Marie. Ça, c'est très important. Et nous voyons que
c'est la conséquence de la résurrection du Christ, le dogme de l'Assomption. Le Christ ayant anéanti la mort, il est ressuscité avec notre corps entièrement rénové pour Dieu et il est monté au ciel avec ce corps. Je pense qu'on peut dire que devant Marie, la mort ne peut que signer forfait, quoi. La mort qui a connu la capacité du Fils à l'anéantir ne peut pas, devant Marie, oser encore un affrontement. Et donc on estime que Marie, qui est conçue sans péché et qui a porté l'enfant Dieu, elle aussi peut maintenant jouir de la plénitude de la grâce reçue par la vie pascale inaugurée par son Fils. Et c'est ce que nous célébrons. Nous célébrons la Mère de Dieu qui a dit oui à Dieu jusqu'au bout et qui maintenant est couronnée de gloire et de bienfaits. En ce jour, tous les chrétiens catholiques sont invités à la prière et à être à la conquête du bien. Pour toutes les fêtes, nous rentrons dans une reconquête du bien. Toute fête, quelles que soient les fêtes liturgiques, chaque fête est une occasion de dire non au mal et de réaffirmer notre attachement au bien. Puisque Marie est essentiellement une femme de bien, une femme conçue sans péché, certes, mais une femme qui, durant toute son existence, a eu à demeurer dans cette fidélité de Dieu jusqu'au bout. Et que rien ne nous enlève de cela. Donc c'est l'occasion pour tous les chrétiens catholiques de reconquérir le bien et de diminuer au maximum l'occupation que nous impose le mal par les friandises de ce monde. Un peu partout dans le monde, à travers cette fête, les chrétiens catholiques témoignent de l'importance de la Vierge Marie pour eux. Comme je l'avais annoncé dans les titres, Alain Sourou Orunla, dans les supermarchés, entrepôts de vente de ciment et au marché d'Antokma ce mardi. Accompagné d'une délégation du ministère de l'Industrie et du Commerce et du ministère du Développement, le préfet du littoral a ainsi effectué une opération de contrôle de certains produits dont les prix sont fixés par arrêté ministériel. Il s'agit de l'huile végétale raffinée, du blé et du ciment. Romaric Dossa pour le compte rendu. Descente inopinée dans les supermarchés, entrepôts de vente de ciment et au marché d'Antokpa. Le préfet du littoral, Alain Orunla, fait le constat du respect des prix fixés par le gouvernement. Il est accompagné des cadres du ministère de l'Industrie et du Commerce. Dans un passé récent, le gouvernement a décidé de faire une tournée de sensibilisation sur la cherté de la vie. Le compte rendu qui a été fait par les ministres, c'est qu'il y a plus de 1100 doléances et préoccupations des populations. Et donc, c'est dans ce cadre et dans le traitement de ces doléances que le gouvernement instruit tous les préfets à descendre dans les boutiques et magasins pour voir si les prix sont respectés. Donc, c'est ce qui justifie notre présence sur le terrain dans le littoral. Le prix de l'huile végétale raffinée à 1300 francs le litre. Le prix de vente de la farine de blé à 28 500, le prix plafonné bien sûr, à 28 500 le sac de 50 kg et le prix du ciment dans le littoral à 75 000 francs la tonne. Nous les exhortons à respecter ces prix, à accompagner le gouvernement dans sa politique de soutien aux populations et se conformer aux différentes dispositions de ces arrêtés-là pour pouvoir respecter accompagner le gouvernement et permettre aux consommateurs d'acquérir le produit à un prix raisonnable. Alain Orunla invite la population béninoise à jouer sa partition et donc à s'impliquer dans la lutte pour l'atteinte de l'objectif commun, le soulagement face à la cherté de la vie. Nous allons sévir et réprimer toutes les infractions, les contraventions. Et à ce titre, c'est les consommateurs, c'est les Béninois qui doivent porter à la connaissance des autorités ces infractions. Donc nous les invitons à dénoncer
sans tabou, sans complexe, à travers les numéros verts qui sont donnés, le 113 notamment, se rapprocher des autorités pour nous signaler les poches de résistance qui font que la crise va perdurer et que le retour à une situation normale va s'éterniser. Donc si nous accomplissons tous, commerçants, autorités, mais aussi consommateurs, notre devoir, nous allons surmonter la crise et revenir à des prix raisonnables et équitables pour tous. La lutte continue, informe la directrice départementale du commerce littoral. Pour elle, le non-affichage des prix des produits est également une infraction. La coalition des organisations de la société civile s'active pour une période électorale apaisée. Une délégation était au cabinet du président par intérim de la Cour constitutionnelle. La coalition souhaite une forte implication des handicapés dans le processus des prochaines législatives. Écoutons la chef de la délégation à la fin de l'audience. Nous avons présenté des documents de plaidoyer pour plaider le cas des personnes handicapées à la participation à la vie politique au Bénin. Nous avons présenté un document encore sur les priorités des personnes, des citoyens au Bénin. Nous avons informé aussi le président de la Cour constitutionnelle que la COSEP Bénin, par l'appui de l'USAID et d'IRI, nous allons observer les élections législatives de 2023 dans tous les arrondissements du Bénin. Nous sommes satisfaits. Le président nous a promis de nous impliquer. Dans le cadre de sa double mission de protection et de promotion des droits humains, la Commission béninoise des droits de l'homme a initié des rencontres avec des sessions régionales. Objectif, dialoguer avec elle pour plus d'efficacité. C'est la commune d'Abomey-Calavi qui a abrité le lancement officiel des travaux en présence de quelques autorités. Le reportage avec Romaric Doussa. La protection des droits des communautés à la base, défis et perspectives. C'est la thématique autour de laquelle vont converger les idées au cours de cette série de sections régionales qui est ici lancée à Abomey-Calavi. Les présentations qui sont en train d'être faites vont permettre aux élus locaux d'appréhender certaines situations dans leur région, situations que ces autorités ne connaissent pas, ou tout simplement ne mesurent pas l'ampleur de ces situations-là. Vous allez constater également que les populations vont interagir, apporter des informations que nous n'avons pas. Et comme la commission a une double mission de conseil et de contrôle auprès du gouvernement, nous avons le canal nécessaire pour pouvoir discuter afin d'améliorer les choses. La présente session se veut être un véritable espace d'échange afin d'actualiser les approches de solutions existantes. La Commission béninoise des droits de l'homme est soutenue dans cet élan par l'USAID et l'Association du barreau américain. Les États-Unis et le Bénin continuent de partager les valeurs de promotion et de protection des droits de l'homme qui sont des éléments essentiels de toute démocratie dynamique. La Commission béninoise des droits de l'homme a été élevé au statut le plus élevé, le statut A, qui lui permet désormais de vendre le Bénin sur le plan des droits de l'homme au niveau international. Éduquer aux droits humains et promouvoir une citoyenneté responsable, tel est l'esprit qui sous-tend cette rencontre, qui se veut un pont entre l'État, les gouvernants locaux et les populations à la base. La commune de Comé est honorée cette semaine à travers la descente du roi Afiti d'Aflaou au Ghana en partance pour Savalou pour des rituels de la fête de l'Igname et l'intronisation du nouveau roi de cette région des collines. Le souverain a jugé utile de marquer un arrêt à Comé pour faire halte de courtoisie à ses frères Ouachi. Une visite qui est une première depuis son élection à la tête du Forum des rois et chefs traditionnels d'Afrique. Reportage. Le roi Afiti du Ghana est ici en visite chez ses frères Ouachi de la commune de Comé. Une escale qu'il a tenu à faire
avant de continuer son voyage vers les collines où il est attendu. Après un tête-à-tête fraternel, le souverain s'est ensuite rendu au domicile du président de l'association Agbessi Yanlé. Ici, les siens se sont également estimés heureux de le voir à leur côté pour des échanges fructueux. Ce roi est un frère, il est un fils Wachi. Et quand il a quitté le Ghana, il dit il ne peut pas passer à Komé sans s'arrêter chez ses frères Wachi regroupés dans l'association culturelle Agbessi Yanlé. Depuis le matin, vous avez vu que toute la population Wachi s'est mobilisée pour lui réserver l'accueil qu'il mérite. Et nous prions pour que le nouveau mandat de ce roi au sein du Forum des rois de l'Afrique se passe très bien et que ça soit tout en honneur pour le peuple Wachi qu'on appelle Eboué. Comme on le dit dans le Wachi ghanéen. Nous avons échangé sur beaucoup de sujets de développement de notre communauté, de l'épanouissement de cette communauté-là et comment nous allons faire pour fédérer tous les fils et filles Wachi. C'est une joie immense. Vraiment, je l'avoue, c'est une joie immense. Et nous avons programmé avec le roi déjà pas mal de visites et pas mal d'actions. Par cette halte de courtoisie, le président du Forum des rois et chef traditionnel d'Afrique vient d'honorer le peuple Wachi qui déborde de joie car mesurant la portée et la magnificence qui réside dans ce geste du souverain à leur endroit. Aujourd'hui, 12 août 2022, cela fait exactement 18 ans que le musicien béninois Jonas Pedro nous a quittés. Il est décédé au CNHU de Cotonou des suites de maladie. Il avait 61 ans. En ce jour, rappel de l'anniversaire de décès de cette icône de la musique, nous vous proposons de revisiter son parcours à travers cet élément de Kenneth Egambi. Me gusta mulata que baila, me gusta mulata que goza. Se come tan bien, si no vacilo, se come tan bien que para gozar. Iriribom, 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 iriribom. Il y a 18 années jour pour jour que cette voix s'éteignit. Nyonan Soso Pierre Kwasivi, connu sous le nom de scène Jonas Pedro, a rendu l'âme le jeudi 12 août 2004 à Cotonou. Depuis lors, ses chansons sont demeurées indémodables. Chanteur principal du groupe Africando de 1995 jusqu'à sa mort, le salsero est connu pour sa philosophie musicale riche et variée. Jonas Pedro a chanté la femme. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douce lumière, et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et la mort des hommes. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. La méfiance. Même le temps n'échappe pas à sa pensée musicale. Cotonou où j'ai vu le jour, chaque année pour moi est une page. Chaque jour pour moi me semble une ligne sur cette page. Je vous parle des années 60, quand Cotonou battait son plein.
On se souvient de Tcheklego, Royal Hotel et au Bel Air. Oh, que le temps passe, quand même on yaoui, Philly Wenwe, Cotonou dansait, les barbets sont pleins. I remember when Jamboree rock, rock, rock. Pépé Dropé reste encore immortel aujourd'hui de par ses titres célèbres tels que Dagamansi, Bon anniversaire, Indépendance Tcha-Tcha, mais surtout Toché. Toi, mon cher pays, toi, Dahomey d'hier, Bénin d'aujourd'hui, je suis fier de toi. C'est pour cela que je suis resté à chanter pour toi, à danser pour toi, toi mon cher pays, je suis fier de toi. L'homme est aussi concepteur de la musique clinique. Dans musique clinique, on guérit le mal, on guérit souci. Dans musique clinique, on calme les nerfs, maladie d'amour. On pas de soucis, soucis dans la vie, vivre sans soucis, à faire mélodie. On pas de soucis, soucis dans la vie, vivre sans soucis, à faire mélodie. Il a voulu faire de la musique une thérapie pour soulager des peines. Un projet qui sera concrétisé plus d'une décennie après sa mort par son fils défunt, Kwame Mensah. Mon humble papa là, il ne sera pas mort, ni dans la tête, ni dans le cœur de personne, si moi je m'appelle Kwame Mensah Jonas. Et ce fut, comme moi j'ai dit, il faut un espace. Dans l'esprit de Jonas Pedro, on m'a donné des coups de salsa. Non seulement aux enfants, mais aussi aux adultes. Les activités de langue qui se déroulent ici, mais d'une manière différente. Ça va être les rencontres d'échanges linguistiques. Cet espace tiendra vie. Et ainsi, la mémoire de Jonas Pedro continuera. La mémoire de Jonas Pedro le Salsero demeure toujours et peut-être restera à jamais dans l'histoire et dans l'esprit des Béninois. L'artiste ne meurt pas, dit-on. Jonas Pedro repose ici depuis le 4 septembre 2004 sur sa terre d'origine à Lokossa, où un musée est également érigé en sa mémoire. Il y a l'ambiance et la gaieté, les jolis pépés dans musique clinique. Du sport à présent dans cette édition, le Bénin sort du FIBA U18 African Championship 2022 Madagascar 2022 par la petite porte. 0 victoire et donc 4 défaites en 4 matchs pour la troupe des jaunes conduite par le DTN Lamatou, éliminé en quart de finale de la compétition sur une note salée face aux Aiglons du Mali 46-106. Ce mercredi 10 août 2022 a marqué la fin du jeu pour les jeunes basketteurs béninois en compétition du côté de Antananarivo à Madagascar. En une semaine de compétition, ça a été finalement une expérience décevante pour l'équipe nationale U18 de basketball, trop faible pour rivaliser en terre hostile. En quart de finale, grâce à l'absence de la Tanzanie, les partenaires d'Abdoul Bassit Seibou ont vu rouge face à leur challenger. Les Maliens, leur adversaire, en quart, stoppent l'expédition des écureuils. 106-46, c'est sur ce score que les Béninois quittent la compétition. Cependant, ils vont disputer une ultime rencontre de classement sans enjeu le vendredi 12 août 2022 face à la Guinée, battue également par le Madagascar en quart de finale. Les 50 ans sont sur place et on a cette équipe du Mali très très haute en taille et qui pourrait effectivement poser des problèmes aux Béninois. Allez, ça va partir entre deux. Allez, première possession pour les Béninois, la petite feinte. Et le premier panier de la part de Sani pour le Bénin. Les Maliens qui vont partir. Diallo. Doumbia, le ballon perdu. C'est Sanou.
Le ballon dans l'aile. Le ballon dans l'aile. La pénétration de Sanou. Monté sur la belle passe. Ici. Le Traoré. Allez, Malik Diallo qui va finir au dunk. Qui aurait même pu bénéficier d'une faute. Allez, Amadou Doumbia, du haut de ses 2,10 m, sur la ligne de lancer franc. Le premier converti. Ah oui, pour l'instant, ce début de troisième quart-temps est complètement à l'opposé des deux premiers auxquels on a déjà assisté. C'est la fin de ce Mali-Bénin, 106 à 46. Voilà. Gros écart, 60 points d'écart pour les Maliens. Avec Mamadou Diarra, 24 points. 24 points, 10 rebonds en double-double. Et ce journal se poursuit avec les informations en Afrique, plus précisément au Rwanda. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a évoqué jeudi les efforts déployés pour apaiser les tensions entre le Rwanda et son voisin congolais en raison d'allégations selon lesquelles les deux gouvernements soutiennent des rebelles opposés l'un à l'autre. Après avoir rencontré le président rwandais Paul Kagame et le président congolais Félix Tshisekedi cette semaine, Anthony Blinken a déclaré que les deux dirigeants avaient accepté de signer des discussions directes pour mettre fin à la violence dans la région. Au dernier jour de sa tournée africaine qui se clôture au Rwanda, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a évoqué ce jeudi les efforts déployés pour apaiser les tensions entre le Rwanda et son voisin congolais. Il a par ailleurs indiqué avoir discuté avec Paul Kagame des allégations de soutien au groupe rebelle M23 actif en RDC, un sujet qu'il avait évoqué la veille à Kinshasa. À l'issue des discussions, les deux présidents ont accepté d'engager des pourparlers directs. Ils sont prêts à reprendre les discussions dans le cadre du processus de Nairobi avec les groupes armés. Ils saluent également l'engagement continu des États-Unis pour soutenir les efforts de médiation. S'adressant aux journalistes, le ministre rwandais des Affaires étrangères a condamné ce qu'il a appelé des opérations terroristes sur le territoire rwandais. La présence des FDLR et l'étroite collaboration avec l'armée de la RDC a toujours été la cause la plus significative de l'insécurité. Et cela permet aux FDLR de mener des opérations terroristes sur le territoire rwandais, ce que le gouvernement du Rwanda ne peut accepter. Et au Rwanda, nous nous réservons toujours le droit de prendre des mesures nécessaires pour protéger notre intégrité territoriale, notre souveraineté et pour assurer la sécurité de notre peuple. Anthony Blinken a également indiqué les préoccupations américaines concernant le manque de garanties de procès équitable fournies à Paul Rusesabagina. Les partisans de Raila Odinga s'impatientent de voir tomber les résultats des élections du 9 août, au lendemain de ces élections pour lesquelles les Kenyans votaient pour leurs représentants locaux, députés et leurs présidents. Observateurs et groupes de défense des droits humains ont mis en garde les Kenyans contre l'augmentation du nombre d'informations fausses ou trompeuses diffusées sur les médias sociaux. Reportage. Les Kenyans s'impatientent de voir tomber les résultats des élections de mardi. La commission électorale publie au compte-gouttes les procès-verbaux des bureaux de vote qu'elle a comptabilisés et à chaque annonce, les partisans des deux principaux candidats, Raila Odinga et William Ruto, se projettent. Peter Orero, candidat du mouvement démocrate orange de Raila Odinga, a été élu député de la circonscription de Kibra au sud-ouest de Nairobi. Au principal centre de tri des bulletins, les Bomas of Kenya, il déclare ne pas baisser sa garde.
Il est de mon devoir d'aller protéger ces votes au Bomas of Kenya. Nous ne voulons pas de magouille ici. C'est pourquoi les gens de Kibra vont voir leur vote être comptabilisés dans ce centre. Selon les autorités, environ 18 000 observateurs locaux et internationaux seraient déployés sur le territoire pour surveiller le décompte, dont l'enjeu est crucial. Les médias locaux indiquent que le score de la présidentielle est pour l'instant très serré. Beaucoup d'électeurs sont inquiets et chargés d'espoir, comme ce sympathisant de Raila Odinga, ou Baba, comme on l'appelle affectueusement. Pour moi, si Baba prend le pouvoir, il rendra ce pays prospère au niveau international. Nous serons admis. Oui, je soutiens le très honorable Raila Amolo Odinga et j'ai voté pour lui. Je porte son slogan « Azimio Inawezekana » parce que je fais partie de ceux qui veulent un pays uni. Nous avons besoin d'un pays uni qui sera dirigé correctement. C'est pourquoi nous attendons juste de prêter serment à Baba. Généralement, la tension commence quand les résultats arrivent, mais cette fois-ci, tout est calme. Les gens ont commencé à reprendre leur travail. Je ne vois pas qui a le temps de commencer à perpétrer des violences. Aller se battre plutôt que de chercher de la nourriture, non, je ne crois pas qu'il y aura de la violence cette fois-ci. Toutefois, face à des scores qui évoluent sans cesse, observateurs et groupes de défense des droits humains mettent en garde les Kenyans contre l'augmentation du nombre d'informations fausses ou trompeuses diffusées sur les médias sociaux. La commission a jusqu'à mardi prochain pour annoncer les résultats finaux. Au Soudan, plusieurs manifestants se sont mobilisés jeudi contre le pouvoir militaire après l'arrestation de figures du pouvoir civil lors du coup d'État d'octobre sous un nuée de drapeaux noirs, blancs, rouge et vert du Soudan. Les opposants du peuple ont défilé à Khartoum et dans la banlieue nord-ouest Omdurman, brandissant les portraits des 79 manifestants tués dans la répression depuis le coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhan le 25 octobre 2021. Des milliers de Soudanais ont défilé jeudi dans les rues de Khartoum pour exhorter les militaires à la tête du pays à retourner dans leurs casernes et pour réclamer de meilleures conditions de vie. Manifestement, l'annonce du général al-Burhan, qui se disait prêt début juillet à s'effacer devant un gouvernement civil, n'a pas su convaincre. Je vois ces initiatives comme une tentative de détourner les gens de l'effort que les comités de résistance ont fait tout au long de ces derniers mois. Ils ont élaboré des chartes. La principale solution est que toutes les forces politiques se rassemblent autour de ces chartes, qu'elles les soutiennent et que les comités deviennent les chefs de file, car toute initiative qui n'est pas dirigée par les comités n'avancera pas. Le mois dernier, le général Abdel Fattah al-Burhan affirmait qu'il était favorable à une initiative du chef religieux soufi Al-Tayeb Al-Jed visant à obtenir un consensus national. Mais pour certains, ces initiatives ne représentent pas la rue. Aucune de ces initiatives ne nous représente en aucune façon. En tant que comité de résistance, nous avons mis ces personnes en tête pour nous apporter la justice et aucune d'entre elles ne l'a fait. Et nous n'apporterons la justice que par la rue. Début août, le numéro 2 du pouvoir militaire au Soudan, Mohamed Hamdan Daglo, estimait que le putsch avait échoué, laissant entendre qu'il interviendrait si le Soudan se dirige vers le gouffre. On parle encore du sport. En interactualité, Vahid Ali Hodzik quitte la sélection nationale marocaine. Le technicien bosnien sera privé d'une troisième Coupe du Monde après celle de 2010 et de 2018 respectivement avec la Côte d'Ivoire et le Japon. Il était sur un siège éjectable depuis plusieurs mois, mais son sort a été définitivement scellé par la Fédération royale. C'est officiel, la Fédération marocaine de football se sépare à l'amiable de son sélectionneur Vahid Alihovzic, en poste depuis 3 ans, à 3 mois de la Coupe du Monde au Qatar, à laquelle les Lions de l'Atlas participeront. La Fédération royale marocaine de football et le technicien franco-bosnien ont convenu de se séparer à l'amiable en raison des divergences de points de vue concernant la préparation appropriée des Lions de l'Atlas pour la phase finale de la Coupe du Monde au Qatar, a indiqué la Fédération dans un communiqué. La FRMF remercie néanmoins le coach pour le travail accompli durant sa mission à la tête de l'équipe nationale. Notamment la qualification pour la prochaine Coupe du Monde, poursuit le communiqué, qui met fin à des mois de spéculation sur le départ de Vahid Alihovzic.
Ce n'est pas la première ni la deuxième, mais la troisième fois de sa carrière que le coach Vahid est remercié après avoir qualifié une équipe au mondial après la Côte d'Ivoire et le Japon. Fraîchement parti du Wydad Casablanca après avoir réalisé une saison remarquable, l'ancien international Walid Regragui serait l'immense favori pour lui succéder. Ainsi donc se referme cette messe informative. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvez-nous également sur tous nos canaux digitaux, YouTube et Facebook. Bonne suite de programmes à vous sur Speedline TV et portez-vous bien.